Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à tous sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire. On est à Rabat avec le professeur Lahsen El Haj, qu'on ne présente plus, qui nous a fait des podcasts énormes sur la période en particulier pré-islamique. Bienvenue professeur, ça va ? Ça va, tout va bien, merci. Va bien. On vient aujourd'hui demander, réclamer des précisions sur la période romaine, qu'on a beaucoup de mal à s'approprier aujourd'hui. On considère vraiment extérieur à notre histoire. Quelque chose qui nous semble relever soit de l'Europe, soit d'Astérix. Enfin, je ne sais pas très bien comment le dire, mais en tout cas, pas nous. Et on va essayer pendant un petit moment ensemble de se promener dans cette période, d'essayer de comprendre quels étaient les rapports avec Rome, quels étaient les rapports avec les voisins, les puissances locales, quel était le rapport entre les puissances locales et entre elles déjà, avec Rome, avec les autres populations qui n'étaient pas dans ce giron-là. On va essayer de comprendre tout ça, en faisant bien attention de ne pas projeter les réalités d'aujourd'hui sur l'histoire d'hier, parce que c'est un grand danger. C'est une période qui est également beaucoup utilisée par le nationalisme pour justifier des positions, ou des conflits, ou des polémiques. On n'est pas dans ce monde-là, mais c'était quand même important à préciser avant de rentrer dans cette période romaine passionnante que tu maîtrises. Est-ce que j'ai bien posé le cadre de la discussion ? Absolument. Merci. Je peux partir. J'ai fini. Les religions créent des barrières insurmontables. Aussi. Absolument. Et lorsque une nouvelle religion arrive, elle fait pratiquement table rase de ce qu'il y avait auparavant et considère que c'est maintenant qu'on est dans la vérité et qu'auparavant on était dans l'erreur. Et mon souci en m'intéressant à l'histoire antique, c'est de restituer ce passé qui peut être considéré à plusieurs égards comme glorieux, un passé qui est glorieux, sans projeter les nationalismes d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de retrouver le Maroc tel qu'il est dans le passé, ça n'a pas de sens, ou de projeter... D'ailleurs, quel passé d'ailleurs ? Même quand on parle de recréer le passé, on ne sait même pas quel passé, parce qu'il y a un passé par jour, enfin par an ou par semaine. Absolument, on peut adopter la position du philosophe présocratique Héraclite, qui considère que tout change, oui. Et rien ne ressemble à ce qu'il était dans un fleuve. Il change tout le temps, c'est une autre eau, on ne se baigne pas dans un fleuve deux fois, ouais. Parce que tout change. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant en général quand on discute avec des gens qui parlent d'un âge d'or ou d'un passé, et quand on gratte un petit peu avec eux, on n'arrive jamais à bien le situer. Et on trouve beaucoup plus de fantasmes que de réalité, parce qu'en réalité, la vie a toujours changé. Et que si on regarde par exemple le 19e siècle marocain, n'a rien à voir avec le 18e siècle. Absolument. Et on peut remonter comme ça jusqu'à aujourd'hui, et qu'on n'est pas aujourd'hui, on est devant des changements permanents et des bouleversements continus en vérité. Absolument. Au 19e siècle, la date de 1844 était une rupture monumentale. 1844, c'est la bataille d'Isly, c'est ça ? La bataille d'Isly, on passait d'un empire relativement puissant, ouais. C'est la relégation un projet de colonie ou de protectorat. Deuxième division. 44, c'était vraiment décisif. On raconte que de 1578, la bataille de Oued Mehazin à la victoire donc marocaine, à la défaite de 1844, on a vécu sur le halo de gloire de Hamid Mansour et de son frère, jusqu'à... Et bien avant lui, sur les cavaliers Znata qui étaient craints jusqu'au sud de la France. Qui se sont fait battre donc par une armée qui est quasiment napoléonienne, celle de 1844, c'est l'artillerie de Napoléon, c'est le résidu de Napoléon. Donc les religions créent des barrières et évidemment on est aujourd'hui dans la période islamique et on considère que tout est né avec cette période et qu'avant cette période il n'y avait rien, il n'y avait que de la barbarie, de la sauvagerie. C'est le jahiliya, c'est le mot. Et ça il faut le corriger. Il n'y a pas lieu d'être fier de quelque chose qu'on n'a pas fait, parce que nous, on a une durée de vie, enfin les humains, ils ont une durée de vie qui, maximum, c'est 120 ans. Et encore, c'est beaucoup. C'est le maximum, le maximum physique.
Et donc, ce qu'on n'a pas créé soi-même, il n'y a pas lieu d'être fier ou d'avoir honte de ce qu'il y avait. Alors voilà, sans fierté, sans honte, on va rentrer dans l'époque romaine que tu situes. Donc tu situes le début à 146 avant notre ère, c'est-à-dire moins 146. C'est ça. Alors pourquoi 146 L'Afrique romaine, son début peut être considéré comme moins 146. Moins 146, c'est la fin de la troisième guerre punique. Oui, la dernière, c'est la troisième, il n'y en a plus après. Plus après, Carthage, parce que justement, Rome a fini par vaincre Carthage. Et à partir de 146, c'est la destruction. D'abord, il y a eu destruction de Carthage, et donc intervention en Afrique du Nord. De Rome Absolument. En direct. Voilà. Alors là, on est dans la période républicaine de Rome, parce que Rome était d'abord un royaume. Quand Rome a été fondée, c'était un royaume romain de moins 753 jusqu'à 509. Moins 509. C'était le royaume. La République, à partir de là, la République romaine, jusqu'en moins 27. Jusqu'à César, non? César était le premier dictateur et il n'était pas encore l'empereur. L'empereur, c'est Auguste, le premier empereur. D'accord, mais c'est juste après César. Juste après César. César, c'était la transition entre la République romaine et parce qu'il était... Donc en fait, on ne peut pas parler d'Empire romain avant Jésus-Christ, finalement. Moins 27. D'accord. Moins 27, c'est fou. Moins 27, c'était la fin de la République et le début de l'Empire romain. Donc Rome, qui est intervenue en Afrique du Nord, était d'abord une république. De moins 146, destruction de Carthage. Avant de devenir un empire. Jusqu'à Jules César, voilà. Jules César, c'est moins 27, mais il était déjà là avant. Il était depuis moins 46 à peu près. Il était dictateur jusqu'en moins 27. Il meurt quand, Jules César, en fait? Moins 27. D'accord. Il ne croise pas Jésus, en fait. Non. Non. C'est fou. Non, même c'est des gens qui sont dans des mondes différents. Même s'il l'avait croisé, il ne serait pas chrétien ni rien du tout, parce que Jésus était un prêtre juif, ça a commencé petit. Un rabbin juif. Ça a commencé petit. Et Rome, l'Empire romain, ne deviendra chrétien qu'avec Constantin Ier au début du IVe siècle, après Jésus-Christ. Il faut expliquer ça, parce que ça, on a du mal à... L'Empire romain devient chrétien quand son empereur devient chrétien. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Voilà. Constantin, à Constantinople d'ailleurs. Constantin, c'est lui qui a donné le nom de Constantinople. Alors là, on n'en est pas là. Là, on en est à moins 146. Rome va administrer l'Afrique du Nord. Voilà, elle va intervenir en Afrique du Nord. Alors, elle va dominer surtout la région de Carthage et va étendre sa domination jusqu'au Maroc. Ouais. On peut voir le Carthage, donc plus ou moins la Tunisie. C'est autour de Tunis. C'est autour de Tunis, ouais. Oui. Comme l'épicentre le top de la présence romaine, et ensuite une sorte de dilution avec la distance, parce qu'on est loin, nous, de Tunis. Absolument, mais à certains moments de l'histoire, la province mauritanienne, la Mauritanie-Tingitane, faisait partie de l'Empire romain. Oui. Quand on dit Mauritanie-Tingitane, ça ne va pas très profondément dans les terres. Ça va être à Rabat, quoi. Rabat, et puis il y avait une frontière physique. Les limes, absolument. C'est quoi Absolument. Ah bon? Absolument. Un mur? Oui, absolument. Et d'ailleurs, peut-être que le mur qu'on attribue à Moulay Ismaïl a quelque chose à voir avec ça. Il est où ce mur? Aujourd'hui, avec les référentiels marocains actuels, il passerait par où ce mur? C'est à partir au sud de Chella, au sud de Rabat, et qui va vers le sud de Volubilis et qui va vers... Et ça remonte. Plus on va vers l'est, plus ça remonte pour... Ça longe les côtes. Enfin, c'est parallèle à la côte. Absolument. Et d'ailleurs, même quand la Turquie est intervenue en Afrique du Nord, elle n'a occupé que le littoral, pratiquement. Elle n'est venue vers l'ouest, vers Tlemcen et tout ça, que tardivement.
Les Français, la même chose, quand ils ont occupé l'Algérie, c'était juste la bande du littoral. Ouais. Et ils sont descendus vers le Sahara à la fin du 19e siècle, début du 20e. Donc on a un mur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'autre côté, du côté... c'est les barbares, c'est nous, quoi. C'est la barbarie, absolument. C'est la barbarie. Donc avec des chocs, des attaques, ou comment ça se passe? Mais les déplacements étaient... Contrôlés. Non, ça dépend des moments où on peut considérer de manière générale que l'Afrique du Nord bénéficiait d'une certaine autonomie par rapport à Rome. Donc aujourd'hui, on a une zone qui s'appelle la Mauritanie Tingitane, c'est bien celle-là, oui. Qui est à peu près le Maroc, en gros. À peu près, oui. Ouais. Quelle est la différence? Déjà, c'est le nord. Le Maroc du Nord. Oui, le Maroc du Nord, bien sûr. On vient d'expliquer la frontière. La Numidie à côté. Non, la Mauritanie césarienne. Ah, la Mauritanie césarienne, c'est où alors? Alors, elle va de la Moulouia jusqu'à Cherchel. Donc c'est l'Algérie, en fait. C'est au milieu de l'Algérie. Ce qui va devenir l'Algérie. Parce qu'en fait, ce qui va devenir l'Algérie, elle va prendre un peu de la Numidie la Numidie, orientale. Alors, la Numidie, c'est encore plus à l'est. Oui. Et... Alors, il y a l'Afrique proconsulaire autour de Carthage. D'accord. Et puis, il y a la Tripolitaine. Libye. Absolument. C'est quatre zones, en fait. Autour de Tripoli. Ça dépend. L'organisation administrative a évolué selon les empereurs, etc. D'accord. Et mais là, on est en administration directe. Ça veut dire ils envoient je sais pas, ça s'appelle un consul, ça s'appelle comment? Alors, c'était les chefs des tribus qui étaient désignés. C'est exactement comme a fait la France quand elle est arrivée. C'était les caïds, c'était les chefs de tribus qu'elle a reconduits et qui ont reçu la bénédiction de la France et qui sont devenus des agents dans l'organisation coloniale. Attends, je suis un peu perturbé. Tu es en train de nous expliquer que dans l'organisation politique du nord du Maroc, donc derrière le Limès, du côté romain, on avait des gouverneurs locaux, pas des gouverneurs romains. Locaux, et il peut y avoir comme chef un gouverneur romain qui vient de Rome. D'accord. Mais le plus souvent, ses adjoints, son armée, c'est des locaux. D'accord. Je suis perturbé. Ça m'arrive souvent quand je viens ici. De toutes les façons, pour dominer un pays, aucune armée ne compte que sur ses propres hommes. Bien sûr. Elle mobilise toujours les hommes locaux pour... la France est venue, c'est pas l'armée française qui a conquis toutes les tribus. Ouais. Elle prend des militaires et des fois dans une tribu pour combattre la même tribu ailleurs. Je donne un exemple. Mon père est vers l'Est. Il a été mobilisé dans l'armée française pour faire face à la même tribu dans le Sahara. D'accord. C'est les locaux toujours qui sont mobilisés dans l'armée pour faire face au reste. Donc l'Afrique du Nord avait une autonomie qui est fluctuante, mais une autonomie quand même. Et cette présence africaine qui va donc de moins 146, pour le Maroc, peut-être c'est un peu plus tard, vers le début de la période chrétienne, de l'ère chrétienne. Et ça va jusqu'à Alors, à partir de 439, il va y avoir le royaume vandale. D'accord. Autre podcast. Absolument. Et là, ça va casser les liens entre Rome et l'Afrique du Nord. Qui va se rattacher plutôt à Byzance. Là, non, on est dans le royaume vandale. Le royaume vandale, c'est... Oui, non, je parlais de la fin du royaume. Le royaume vandale, c'est un autre... Voilà, avec l'effondrement du royaume vandale en 534 à peu près, là, il va y avoir intervention de Byzance, de l'Empire romain oriental, qui va reconquérir l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord va dépendre de Constantinople jusqu'à l'arrivée de l'islam. Alors on va rester sur la première période, si tu permets. La première période, la période pré-Jules César d'ailleurs, et Jésus-Christ, et voilà. Donc la période où on est dans le monde On est dans le monde romain. On est dans le monde romain. Et on entend beaucoup parler de Bocchus, de Jugurtha, de ces gens-là. De Massinissa, de Jugurtha, oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur qui sont ces gens
Et Oui. quelles sont leurs interactions? Parce que franchement, moi j'ai beaucoup de mal à avoir les idées claires sur cette période. Si on reste juste sur cette première période, c'est-à-dire la période républicaine de Rome et ces personnages qui... Républicaine, elle s'arrête à moins 27. Moins 27, ouais. Et ben là, sur le Bocchus, etc. Qui est Bocchus, par exemple? Bocchus était un roi en Mauritanie tingitane, un roi berbère qui a des liens de famille avec Juba Ier, qui était roi de la Mauritanie césarienne. En même temps? Oui. D'accord. Ils avaient des liens de parenté, des liens matrimoniaux, je ne sais pas de quelle nature. Et il y avait à la même époque la révolte de Jugurtha, Jugurtha qui était le petit-fils de Massinissa. Alors, commençons par Massinissa. Massinissa, c'est le roi de qui? Alors, il était roi de Numidie. D'accord. En fait, c'était des rois de tribus. Les Massiles, les Macéciles, je ne maîtrise pas vraiment tous ces noms, parce que c'est les noms de tribus à l'époque. C'est le nom de tribus retranscrit par les Romains. Voilà. C'est-à-dire, les Massiles et les Massinissa. Oui, bien sûr qu'il y a une déformation dans la prononciation. C'est pour ça qu'ils l'ont écrit, quoi. Voilà. Donc quand on écrit, je ne sais pas, Abdallah ou bien Mustapha... Oui, quand on écrit Massinissa, on sait bien qu'il s'agit d'un nom berbère. Alors on a proposé plusieurs interprétations en langue amazigh. Alors il y a certains qui considèrent que c'est le fils de Isa, Immisnisa. C'est un peu comme pour Ramsès. Ramsès, le grand roi égyptien, Pharaon, hein. le grand pharaon, qui est Ramsès. Maintenant, on sait bien que ça veut dire le fils de Ra, de Dieu Ra. Oui, le Dieu Soleil. Voilà. Et Mis, seulement, on a pour l'annexion en ancien égyptien, on a Mis qui est à la fin. C'est un peu comme en anglais. D'accord. C'est l'annexion en anglais, où on a celui qui est annexé se trouve à la fin, et celui auquel on annexe, il se trouve au début. Ra-Mes, en fait, c'est Misn-Ra, le fils de Ra. Alors, on a proposé pour Massinissa, donc, Immisnissa, et puis il y a d'autres interprétations. Alors, c'était un grand roi numide qui est considéré comme un grand patriote. Il aurait dit l'Afrique aux Africains. Et donc il se dresse contre Rome, en fait. Absolument. D'accord. Il y a eu des moments d'opposition frontale, beaucoup de révoltes, et en même temps, il y a eu beaucoup d'alliances. Parce qu'au moment du nationalisme maghrébin, peut-être algérien, je ne sais pas, maghrébin en tout cas, on va chercher dans ces personnages-là des exemples de révolte contre un occupant, entre guillemets, européen. Et on va faire le parallèle entre Rome, qui s'installe dans le sud de la Méditerranée, résistée par Massinissa, et la résistance nationaliste des années 40, 30, 50, etc., nord-africaine. On va continuer à décrire cette période, ensuite on va voir si cette comparaison est juste ou bien si elle est complètement chimérique. Massinissa a un petit-fils. Oui, c'est Jugurtha qui a conduit une révolte contre Rome et qui a fini. Et alors là, maintenant, les nationalismes d'aujourd'hui réinterprètent cela comme une trahison de Bocchus contre Jugurtha, etc. Explique-nous cette trahison. C'est que Bocchus a choisi Rome. Et c'est quelque chose qui se répétait. On bataillait, on s'alliait, on bataillait contre un ennemi commun. L'ennemi commun devient fort, il y a un jeu d'alliance. Parce qu'aujourd'hui, on voit encore une utilisation... Et on a assisté à cela en Andalousie musulmane, où vous avez ceux qui sont contre le pouvoir et qui s'allient avec les chrétiens pour les amener, pour combattre son ennemi. Ouais. Et ça, tour à tour, les Arabes se sont alliés... Enfin, c'est ce qu'on considère comme les Arabes, ils se sont alliés aux chrétiens contre les Berbères, et les Berbères ont fait la même chose, ils se sont alliés... Et parfois avec des soldats chrétiens, avec des mercenaires catalans. Restons sur Bocchus. Bocchus, on est en moins 110, c'est ça, moins 111, moins 80, c'est ça? J'ai du mal à comprendre, on est dans une période romaine, on est en Mauritanie tingitane, Bocchus. Oui. Et on parle d'un roi qui est, je ne sais pas, un roi ou un chef de tribu, qui est local. Donc est-ce qu'il y a une domination romaine ou une domination locale? J'ai du mal, je suis perdu. Justement, là, il y a le grand empire romain,
ou la Comme un République dans ce protectorat, cas-là. hein. Et puis les petits, ils essayent d'avoir la bénédiction des grands. Hein. Mais Bocchus, il est dans le monde romain. Oui, on est dans le monde romain. Oui. Et il y a la puissance qui est très importante. Et s'il y a une menace, on va s'allier avec le puissant va considérer que c'est son protégé. D'accord. Et donc Bocchus est roi local et il gère son royaume comme bon lui semble et en même temps il est l'allié de Rome et L'ennemi de son voisin. voilà, et Rome peut le considérer comme un vassal. D'accord. Donc cette fameuse tradition, c'est celle de Jugurtha, comprise par Bocchus. Oui. Jugurtha va finir exécuté, c'est ça? Absolument, il va mourir en cellule, en prison à Rome. D'accord. Juba, il s'articule comment par rapport à ça, le père et le fils? Alors, Juba Ier, ou Yuba Ier d'ailleurs, la mémoire collective a gardé jusqu'à aujourd'hui ce grand roi Yuba. Le premier ou le deuxième? C'est surtout le deuxième, C'est parce ça. que le deuxième, c'est Volubilis, alors que le premier, c'était à Churchill. Il était le roi de Numidie, le premier. Le deuxième, il a vécu et grandi et éduqué par Rome, et donc il a été désigné comme roi ici, à Volubilis. Donc ça fait partie de la stratégie romaine qui est très classique de prendre des fils de notables, Voilà. de rois et de les élever et de les renvoyer dans leur... Absolument, comme le fils de Cléopâtre et de Jules César, qui a été élevé comme fils de Jules César, etc. Voilà, c'est la romanification. Donc c'est pour ça qu'on peut, Yuba II, donc le fils de Yuba I qui perd la guerre contre César, on peut le voir comme un amazir, un Absolument, romanisé, un local, un expatrié. amazir dans l'Empire romain qui était un grand intellectuel, qui a écrit beaucoup de livres. Et il a écrit un livre sur l'Arabie, il a écrit un livre sur les plantes médicinales. Qui va servir très longtemps. Oui, absolument. C'était un grand intellectuel. Malheureusement, l'histoire n'a pas gardé ses écrits. Alors on va rester dans cette période-là un peu mystérieuse et il y a des villes au Maroc. Alors justement, c'est l'une des caractéristiques importantes de l'Afrique romaine, c'est une civilisation urbaine importante. Voilà, on va les dire. Alors il y a plusieurs villes à l'est, au Maroc. Alors on a Lixus qui est une ville pré-romaine, qui a été fondée avant Rome, ou au moins à l'époque romaine, de Rome, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était à la même époque qu'a été fondée d'ailleurs Carthage aussi. Il y a plusieurs villes au nord. Alors il y a Tamouda, il y a Tanger. Et puis il y avait la grande ville avant l'islamisation, c'était Volubilis. Alors il y a plusieurs villes qui ont disparu. C'est pour cette raison que l'archéologie va apporter énormément de connaissances de notre passé, qui n'est pas très connu. Et donc, heureusement, maintenant, il y a une école d'archéologie au Maroc. Il y a des archéologues qui commencent à faire des découvertes de plus en plus intéressantes. Alors moi, on va rester sur la culture. Quelle serait la différence entre une ville romaine d'Afrique du Nord comme Volubilis, au temps de sa splendeur, c'est-à-dire avec des commerces qui marchent, l'administration, etc., et la même ville italienne, En Italie. En Italie. Quelles seraient les différences? À mon avis, ça doit être les mêmes villes, la même organisation. Même les maisons étaient construites avec la même architecture. Ça veut dire qu'il y a une sorte de domination culturelle. C'est-à-dire qu'on va ramener les ingénieurs ou les tailleurs. Alors, ma question, pour la développer, ensuite je te laisse répondre. Vu qu'à partir du moment où Rome disparaît, on abandonne complètement ce type de construction. On revient à un autre type de construction. C'est un type de construction romain. Les Rxos sont toujours là. Et la ville de Fès a été construite sur le même modèle. La ville de Fès a été construite sur le modèle romain. Oui, de l'époque romaine. Romain, c'est très difficile à dire parce que... C'est pour ça que j'ai posé la question sur le style romain. C'est-à-dire qu'est-ce que Volubilis ressemble à... Est-ce que c'est le style romain ou c'est le romain par rapport à Rome, Romi, ou est-ce que c'est de l'époque romaine, mais les inspirations d'où elles viennent, c'est très difficile à dire. Parce que vous trouvez des constructions en Grèce, à l'époque antique,
avec des matériaux qui venaient du Maroc. On est dans un espace, ouais. Oui, on est dans le même espace méditerranéen. Il est très difficile de dire que c'était l'influence allait dans un seul sens. Ouais. En fait, vous avez compris que depuis tout à l'heure, on essaie de comprendre s'il y a une domination, s'il y a quelque chose qui ressemble à un protectorat, une colonisation, une mainmise. On ne sait pas, on n'arrive pas à lire ça. D'autant plus que, complément, il y a des pièces au nom de Bocuse. Donc ce bonhomme-là, il a frappé monnaie. Absolument. C'est un signe de souveraineté. C'est bien ce que, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc on parle d'un royaume vassal dans un empire romain géré par un local, puisque en fait c'était un Marocain, enfin si avec les mots d'aujourd'hui ce serait une sorte de Marocain. Oui. Bocuse Ier, je ne sais même pas comment il s'appelait l'Oradienne là, c'est le U la main, alors il y a, à ce jour. Donc, on a donné une interprétation de Bocuse. Il y a Madame Halima Ghazi dont j'avais parlé la dernière fois, qui avait proposé à Bourse. À Bourse. À Bourse, c'est la ceinture des femmes coloriée et tout ça, et celui qui la portait, c'était d'une certaine classe. Et donc, c'est une manière de se distinguer. C'est à Bourse, il portait à Bourse, c'est-à-dire qu'il était un chef. Ouais, un beau gosse, quoi. Un beau gosse. Donc, ce bonhomme-là avait quand même une certaine marge de manœuvre. S'il est capable de mettre sa tête sur les pièces, absolument. Il est un peu vassal, mais un peu bourse. L'Afrique du Nord a toujours été jalouse de son autonomie et de son indépendance. Et ça va rester même dans le monde musulman. Bien sûr, bien sûr. L'Afrique du Nord voulait être indépendante par rapport à l'Orient. C'est pour cette raison qu'elle a adopté le kharidjisme, le chiisme, le fatimisme et tout ça. C'est pour ne pas dépendre du centre de l'islam. Elle a pratiqué la même chose vis-à-vis de Rome. Ça, c'était pas le même centre, en fait. C'était un centre... Et même quand Rome est devenue chrétienne, les prêtres, les pères de l'Église chrétienne africaine, défendaient l'autonomie de l'Église de Carthage. Saint Cyprien, c'était connu, ses travaux, c'était ça. Il défendait l'autonomie de l'Église de Carthage africaine par rapport à l'Église romaine. C'est-à-dire par rapport à un dogme chrétien, ils ont fabriqué une version locale. Absolument. Bon, je la fais simple. Oui. Par rapport à un dogme musulman venant d'Arabie, ils ont fabriqué aussi un khalijisme local. Voilà. Et c'est valable aussi pour les Juifs, si j'ai bien compris. Tu nous as dit ça dans un autre podcast. Absolument. Que la version... Il y a un judaïsme nord-africain. Local, ok. Et marocain, précisément marocain. D'accord. Qui existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, deux questions. La première, comment se fait-il que les structures citadines, on parle de volubilis, vous avez parlé de Tamoudage, je ne sais même pas où c'est Tamoudage, pour moi c'est la plage de Mder. Parce que justement, il y avait la ville de Tamoudage. Voilà, mais on ne la connaît pas, enfin je ne sais pas où elle est. Et je ne peux pas la visiter aujourd'hui en tant que Marocain parce qui veut voir. On n'a pas fait suffisamment de fouilles pour la mettre... Elle existe, elle est dans cette zone. Oui, absolument. Je ne sais pas où, Fnedar. Je ne sais pas exactement la situer sur la carte, mais... Donc on a des villes d'Ixius, et la seule en fait qu'on peut voir, c'est Volubilis. Ça veut dire une chose déjà, ça veut dire qu'elles n'ont pas perduré. C'est-à-dire que la population ne s'est pas fixée là-bas. À un moment, elles ont été abandonnées et elles sont retournées à la terre, quoi. Alors ma question est très simple. Pourquoi les villes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont comprises dans une ville historique marocaine, Fès, Marrakech, dont on connaît la construction par les Almoravides, Fès, dont on sait que Mtachfine réunit les deux rives de l'Oued, Tanger. Tanger, peut-être c'est un contre-exemple, tiens, à ce que je viens de raconter. Pourquoi ces villes-là ne se sont pas fixées dans le paysage? Pourquoi on n'a pas une continuité? D'abord, il n'est pas certain que Fès a été créé dans la période islamique. Donc c'est peut-être un contre-exemple avec Tanger. Il n'est pas exclu qu'il y avait un noyau, une ville ancienne qui a été abandonnée. Et les guerres entre les tribus, ça finit par détruire une ville et qui disparaît. Vous avez une ville islamique qui a joué un rôle important, islamique, Sijil Massa. Où est Sijil Massa aujourd'hui? Il n'existe pas. Il y a des traces. Mais c'est vraiment rien du tout. Le contre-exemple, c'est Tanger, dont on a des traces depuis l'Antiquité. Qui a prospéré, effectivement, mais elle est restée un petit village pratiquement jusqu'au XXe siècle. Tétouan a été beaucoup plus important
au XIXe siècle. Là, ma question, je vais la poser différemment. On a l'impression qu'il y a eu une civilisation, je pense, citadine. Je parle de ville. Hein. Moi, je ne sais pas comment les gens vivaient à la campagne déjà. Et à un moment, avec la chute comme ça de l'Empire romain, l'arrivée des Omeyyades, on a une espèce de trou, et on retrouve ces villes-là vers 1900, 950, 1000, et y compris Sigil Messa, qui est un port saharien, ça. Et entre les deux, on a l'impression que les gens étaient tous de passage, nomades, ou je sais pas. Enfin, ils sont remis à peupler les villes, les carrefours commerciaux, plus tard. Alors, il y a des villes qui ont été détruites par le conquérant, comme Carthage, elle a été détruite plusieurs fois et reconstruite. Et aujourd'hui, elle n'existe pas, Carthage. En fait, il n'y a que des traces. Il y a un festival, j'ai joué là-bas. Et c'est la ville de Tunis, qui a pris la relève. Il y a une ville très antique, très ancienne, en Égypte, à côté du Caire, qu'on appelait le Phosphate dans la période musulmane. Mais avant, il y avait une ville dans l'ancienne Égypte, à côté. Et le Caire va être fondé au Xe siècle par les Fatimides. Et maintenant, c'est le Caire qui est la ville la plus importante. Mais il y a un élément à prendre en considération, c'est que la démographie était stagnante pendant des siècles et des siècles. Elle reculait même à cause d'épidémies graves qui décimaient jusqu'à 3/4 de la population, etc. Alors, ça est fragile, en fait. C'est ça, quand une population est décimée, il n'y a plus de ville, la ville disparaît avec. C'est un côté fragile. On a des traces de villes. Il y a Mehdiya à côté de Knetra. Mehdiya n'est pas une ville maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'elle a disparu? Pourquoi est-ce que la population qu'il y avait, est-ce qu'elle a été décimée par une épidémie ou par des guerres entre des groupes, etc. C'est très difficile à dire. Alors, deuxième question, et peut-être vraiment en conclusion, est-ce qu'on peut donc parler, à l'époque romaine, d'une domination sur le pays, enfin la zone dont on parle, et qui va servir un peu de justificatif à la colonisation du 19e et du 20e siècle européenne? Est-ce qu'elle se pose dans ce modèle, ou est-ce qu'on est à quelque chose de complètement différent, et pourquoi? À mon avis, il est très difficile de parler de domination, ou même de domination extérieure, parce que jusqu'à présent, la langue amazigh a gardé beaucoup de liens avec les langues latines. Il y a un vocabulaire qui est commun, où il est très difficile de dire que ce vocabulaire vient du latin à l'amazigh. Et il est probable, très probable, qu'on aille aussi dans le sens inverse, que beaucoup de choses ont été empruntées par le latin à l'amazigh. Donc, il y avait une coexistence. On distinguait ceux qui étaient romanisés, qui avaient des habitudes, des coutumes, qui adoptaient les coutumes, des Romains, et il y avait des populations qui étaient plus loin, mais il y avait des échanges. Il n'y avait pas de passeport à l'époque, c'est-à-dire que les gens allaient... Je donne l'exemple d'Apulée. Oui. Apulée est né à Mador, dans l'Atlas algérien d'aujourd'hui, à 40 km de Tagaste. Il a fait ses études primaires, si l'on peut dire, en exagérant un peu, à Mador, où il y avait une école importante. Il y avait un grammairien du latin, etc. Et d'ailleurs, c'est là où Saint-Augustin va étudier aussi, plus tard, 2 siècles après. Et Apulée est parti vers Carthage pour faire des études secondaires, si l'on peut dire. Et puis, il est allé à Athènes pour faire ses études supérieures, philosophie, et il était avocat, rhéteur, etc. En même temps, il pratiquait la religion d'Isis, le culte d'Isis. C'est un prêtre d'Isis, maintenant. Oui, c'est Osiris, c'est Isis, et c'était la religion qui dominait en Afrique du Nord et qui dominait même en Espagne, et le culte d'Isis. On est en quelle période Apulée, là? Apulée, on est au IIe siècle après Jésus-Christ. D'accord. 2e siècle après Jésus. Donc Jésus, il l'a pas séduit, quoi. Il est resté sur Isis. Non, à l'époque, l'Église africaine n'avait pas encore commencé. C'est juste après. Tertullien est venu à la fin du IIe siècle, il était déjà chrétien. D'accord. Saint-Augustin, il va venir plus tard. C'est au IVe siècle. Donc là, c'est Isis qui est sur le marché. Le culte d'Isis. Alors, vous voyez qu'il se déplace, son passeport,
il devait se rendre à Alexandrie, là où se trouvait la capitale du culte d'Isis. On est en Égypte helléniste, grecque, avec des pharaons grecs, les Ptolémées. Oui. Laissé par Alexandre, quoi, l'héritage un peu d'Alexandre. Absolument. Local, Donc, il se déplaçait, il était né en dehors du territoire romano, parce que Apulée déclare dans son apologie qu'il était berbère. Oui, bien sûr, il a fait même il avait même un procès pour ça, quand il épouse une femme un peu riche. C'est ça son apologie. Qui explique qu'il se brosse les J'ai dents. écrit un article là-dessus. Il déclare qu'il est berbère, mais il avait une maîtrise parfaite du latin et du grec. Et il faisait des conférences moitié en latin, moitié en grec. Et là où il est né, il se situait pratiquement sur la frontière de ce qu'on pouvait considérer comme l'Empire romain. Au sud, il y avait des tribus berbères non affiliées à l'Empire romain. Et au nord, on est dans les populations romanisées, etc. Et c'est un local, et à l'époque, on disait un Africain. C'est un Africain qui va être romanisé, en fait hellénisé par ses études à Athènes. Et d'ailleurs, il va considérer que Socrate, Platon étaient ses ancêtres intellectuels. Et donc, parce qu'aujourd'hui, c'est deux mondes différents, mais à l'époque, on est dans le même espace, quoi. Absolument. Aller à Athènes, Saint-Augustin s'est converti au christianisme à Milan. À Milan. À Milan, la ville, oui, bien sûr. Oui. C'est qu'on parlait de Milan. Non, à Milan, la ville de Milan. C'est là où il y avait le pape Ambroise. Le pape Ambroise se trouvait à l'époque à Milan, et non pas à Rome. Et c'est là où il a été christianisé, il a été baptisé et donc devenu chrétien. Alors pour faire un peu travailler l'imagination, pour conclure ce podcast, pour comprendre un peu, donc on a des tribus berbères hors des limes, c'est les frontières. Et il y a des frontières, mais en même temps, il y avait des échanges. C'est qu'on pouvait aller au sud des limes, se rendre dans l'Empire romain et aller au-delà. Donc on a des tribus comme ça un peu en dehors de l'influence romaine, et on a des tribus un peu romanisées, on peut dire ça comme ça ? Oui. Question, Bocchus par exemple. Parce que Bocchus, on a sa tête, on a en tout cas la représentation de sa tête sur les pièces, de profil avec le style un peu romain. Bon, après, il a une tête... Alors, tout cela, les rapports avec Rome dépendent de la puissance de Rome. Bien sûr. Il a une marge, quoi. Il a une marge. Voilà. Mais ma question, elle n'est pas là. À ton avis, comment il s'habille, Bocchus ? Non, mais c'est très important. Est-ce qu'il a une tête, si je le vois là devant moi, est-ce que je vais reconnaître un ancêtre ou je vais voir un mec qui s'est échappé d'un film, d'un péplum ? Ce qu'on sait, c'est que rouge portaient un burnous qui était de couleur rougeâtre. C'était la couleur. Et c'était un signe de quelqu'un qui est un chef, un commandant. Et c'est le même que portaient les Romains. D'accord. Ce bonhomme-là, il a un palais, j'imagine. Pardon ? Il a un palais. Certainement. Il ne se promène pas dans un... Absolument. Dans un gâteau de bas de gamme. Absolument. Et il est où, ce palais ? Elle est où, la capitale de Bocchus ? Il est dans la capitale. Il faut faire des fouilles pour la trouver. Regardez Volubilis. Quand vous visitez Volubilis, on est arrivé à dégager de sous terre, une église, un tribunal, etc. Une grande maison, et là, on peut faire des hypothèses, mais les fouilles peuvent nous donner beaucoup de connaissances sur ce passé qui est lointain et qui n'est pas travaillé, qui n'a pas été travaillé. C'est souvent la conclusion de nos podcasts. Il faut aller fouiller. Absolument. Aller fouiller. Mais c'est vrai, la moitié de nos podcasts se terminent par aller gratter la terre ou bien plonger, là, puisqu'on a maintenant découvert... Il faut développer l'archéologie, et heureusement qu'on a cet institut d'archéologie qui forme de jeunes archéologues qui travaillent avec des instituts étrangers, italiens, anglais, américains, et qui découvrent de plus en plus de choses sur ce passé qu'on peut s'approprier sans nationalisme exigu, sans nationalisme étroit. On n'a pas à être nationaliste. C'est un passé
qu'il faut s'approprier et il ne faut pas arrêter le passé à 12 siècles, il faut aller au-delà et c'est toujours intéressant. Merci beaucoup pour ces précisions, cet effort Merci à collectif vous. pour se plonger dans une période qu'on a du mal à regarder comme étant une partie de nous, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.